On va par exemple prendre tout un tas de visages qui vont faire des expressions comme ça, etc. et qui ont été labellisés, c'est-à-dire qu'un être humain, au préalable, a dit « Eh bien, quand quelqu'un fait comme ça peut être un signe de tristesse, par exemple ». Et donc, on entraîne la machine, finalement, à reconnaître ce qu'un expert humain analyse. Et on le nourrit comme ça de tout un tas d'exemples, et plus on a d'exemples, plus il devient précis. Avec l'avènement et la montée en puissance du numérique et d'Internet, la guerre contre le terrorisme mondial a muté. Opportunistes, prompts à s'adapter, les groupes extrémistes ont vite compris le potentiel du cyberespace et les outils numériques ont démultiplié leurs capacités de nuisance. Aujourd'hui, ils utilisent Internet à des fins de propagande, de recrutement en ligne, de communication. Demain, ils seront peut-être capables de perpétrer une attaque informatique de grande ampleur. Un 11 septembre numérique. Mais l'ère du digital et de l'intelligence artificielle nourrit aussi l'espoir des États engagés dans la lutte contre le terrorisme. Ingénieurs en informatique, industriels dans la sécurité et scientifiques ont établi une coopération étroite avec les services de police et de renseignement. Ils les ont dotés de nouvelles armes, de nouveaux moyens d'investigation et de surveillance. Que ce soit dans le monde réel ou dans le monde sans frontières du cyberespace, une guerre invisible se joue entre les services de sécurité et les groupes terroristes. Après chaque attentat, alors que des populations se recueillent, la machine policière se met en action. Analyse des scènes de crime, des caméras de surveillance, recueil de témoignages, interpellation de suspects. Dans l'urgence de la situation, juger de la culpabilité ou de l'innocence de qui que ce soit est un travail délicat. Camille Srour est ingénieur et expert en sciences comportementales. Il a créé un logiciel qui pourrait révolutionner le travail des enquêteurs et des services de renseignement dans la traque des terroristes. Les sciences comportementales, c'est l'analyse scientifique par des études du comportement humain. L'idée, c'est de sortir un peu de l'intuition et de dire que c'est pas parce qu'on est dans du relationnel qu'on ne peut pas avoir une approche systématique, rigoureuse avec des études de ces interactions justement entre les humains. Après, on peut imaginer des interventions à l'étranger. Vous êtes un membre voilà, des forces spéciales. Vous avez une petite équipe et puis on vous dit ben voilà, il faut intervenir dans tel village, il y a les talibans qui retiennent ma famille en otage, on vous supplie d'intervenir. Alors là, vous faites quoi? Vous y allez? Vous y allez pas? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'en est pas? Vous avez que la parole de la personne pour vous faire une opinion et il faut se décider assez rapidement. Eh bien, si on peut avoir une opinion qui est un tout petit peu plus éclairée dans ce genre de cas que la simple intuition, ça peut changer complètement la donne entre intervenir sur une vraie information fiable et puis rentrer dans un guet-apens. Camille Srour a développé un détecteur de mensonges doté d'une intelligence artificielle appelée Hexagone. Il s'est tout d'abord inspiré des méthodes classiques, comme l'analyse des mots ou les stratégies d'entretien et d'interrogatoire. L'exemple qu'on donne souvent, c'est de dire, si on demande à quelqu'un de raconter ses activités, s'il a préparé en quelque sorte son alibi, il va dérouler, et on va voir aucun signe différent par rapport à une personne sincère. Si on essaie de lui poser des questions plus difficiles, par exemple, ok, racontez-moi la scène, mais du point de vue d'un autre observateur. Ou alors, dessinez-moi carrément la séquence d'événements. Là, tout d'un coup, il n'a pas préparé des questions comme ça. Et il va se retrouver un peu à sec. Si les mots peuvent aiguiller les enquêteurs, d'autres signes, beaucoup plus subtils, peuvent venir renforcer leur jugement.
Il n'y a pas un signe équivalent au nez de Pinocchio qui grandit à chaque fois qu'il prononce un mensonge. C'est bien plus complexe. C'est l'accumulation de petits signaux ça et là qui, ensemble, combinés, font une sorte de faisceau d'indices convergents. La contraction des muscles du visage, le volume de la voix, la durée des silences, les hésitations ou encore les clignements des yeux, tous peuvent révéler l'état émotionnel ou encore les intentions qui se dissimulent derrière le masque du visage. Mais ils sont très difficiles à détecter et à quantifier. Camille Srour a donc fait en sorte que son logiciel puisse les reconnaître en s'appuyant sur des méthodes dites de deep learning. Le deep learning, ça marche très très bien sur des choses qui relèvent du domaine du perceptif. C'est tous ces attributs qu'on n'est pas capable d'exprimer, quoi. Et que la machine, elle, parce qu'elle est capable de prendre en compte, mais vraiment des milliers d'attributs, de patterns comme ça récurrents, ben, elle va apprendre à partir de là, et là, elle est très bonne. Elle est meilleure que nous, quoi, souvent. Pour construire un logiciel comme ça, il faut évidemment le nourrir d'une base d'entraînement absolument importante et d'une grande quantité de données. On va par exemple prendre tout un tas de visages qui vont faire des expressions comme ça, etc. et qui ont été labellisés, c'est-à-dire qu'un être humain, au préalable, a dit « Eh bien, quand quelqu'un fait comme ça peut être un signe de tristesse, par exemple ». Et donc, on entraîne la machine, finalement, à reconnaître ce qu'un expert humain analyse. Et on le nourrit comme ça de tout un tas d'exemples, et plus on a d'exemples, plus il devient précis. Mais le logiciel ne se contente pas d'analyser l'expression du visage. Il compile aussi des centaines de variables, comme la modulation de la voix ou la dilatation des pupilles. Le logiciel, pour avoir cet entraînement et ces règles de décision, est entraîné avec de l'intelligence artificielle, des techniques de machine learning assez poussées, qui consistent finalement à établir des liens très complexes entre des situations différentes pour dire, bon ben voilà, lorsque j'ai la variable 1 sur 300 qui est dans cet état-là, la variable 2 sur 300 qui est dans cet état-là, etc., quand j'ai une combinaison très complexe de tout ça, je dis, bon ben voilà, ça, probablement, un expert humain aurait dit que c'est un signe de tristesse, par exemple, sur son visage. La compilation de l'ensemble des données indique aux enquêteurs la probabilité que le suspect mente ou dise la vérité. Hexagone est le parfait exemple de la complémentarité entre l'homme et la machine. Autrement dit, l'humain va se concentrer sur ce qu'il sait faire, poser les questions, analyser les mots, et le logiciel de son côté va pouvoir analyser tout un tas de comportements à la fois que l'homme ne sait pas bien détecter. L'être humain reste au cœur de l'analyse. L'être humain reste central, l'être humain doit rester actif et l'être humain doit rester attentif. La relation qu'entretient l'homme et la machine, elle est quasiment fusionnelle, dans le sens où, aujourd'hui, on a besoin de traiter de grandes quantités de données pour être capable de travailler efficacement. Donc l'humain a besoin de l'outil. Si l'intelligence artificielle s'avère un outil de plus en plus plébiscité par les enquêteurs sur les terrains d'opération, elle est aussi en passe de s'inviter au cœur de notre quotidien pour sécuriser les plus grandes métropoles. Voir sans être vu, surveiller un individu dans ses déplacements, enquêter, identifier un suspect. Aujourd'hui, plus de 400 millions de caméras dans le monde scrutent nos faits et gestes et sécurisent les espaces publics, une pour 18 habitants. Revers de la médaille, les services de police sont submergés par la quantité d'images et trouver la bonne information revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. L'humain est capable de reconnaître plus de 5000 faces. Les ordinateurs, jusqu'à il y a 4 ans, 5 ans de ça, avaient des difficultés à reproduire cette capacité de la reconnaissance humaine. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont capables de reconnaître en quelques minutes 20 000 faces dans une foule qui se balade à Pékin. Pour ce faire, on utilise non seulement de l'intelligence artificielle sous forme logicielle, mais aussi des processeurs spécialisés. Et je pense par exemple à ce qu'on appelle des réseaux de neurones à spike, c'est-à-dire des processeurs qui miment la structure du cortex visuel et qui sont très efficaces pour reconnaître des plaques d'immatriculation, des voitures, des individus. À San Francisco, Bob Bichler est à la tête de la société BrainChip.
Spécialiste de la reconnaissance faciale à partir d'images de vidéosurveillance, il a mis au point un système d'analyse vidéo directement inspiré du cerveau humain. Pour reconnaître un visage, la plupart des logiciels s'appuyaient jusqu'à présent sur la biométrie. La biométrie est une technique de reconnaissance. L'idée, c'est d'effectuer un certain nombre de mesures biologiques, comme la distance entre les iris, entre l'œil et le nez, ou du nez à la bouche, et tout ce genre de paramètres. Ces mesures sont ensuite compilées et envoyées dans une base de données. Et comme chaque visage est unique, la reconnaissance biométrique permet de repérer d'éventuelles similitudes avec un suspect. Mais pour que ça fonctionne, il faut une bonne qualité d'image, avec beaucoup de pixels. Il faut une caméra HD et que la personne soit bien en face. Pour être exploitables, les images doivent afficher une bonne résolution, soit un nombre de pixels important. Si la résolution est trop faible, cette technologie devient rapidement limitée et les services de police perdent un outil précieux. C'est en s'inspirant du fonctionnement du cerveau que Bob Bitchler et son équipe ont trouvé une parade. Si on copie le cerveau humain, c'est parce qu'il a une formidable capacité d'apprentissage. Nos systèmes informatiques sont capables de reconnaître instantanément des objets ou des visages, comme le fait le cerveau. On analyse l'aspect général du visage. Quand je regarde quelqu'un, je ne calcule pas la distance entre son œil et son nez. J'ai une image globale de son apparence, que je compare avec d'autres choses. Dès lors, l'exploitation de n'importe quelle caméra, quelle que soit la définition ou les conditions de lumière, devient possible. Nous n'avons besoin que de 30 pixels sur 30, soit une toute petite partie d'une image HD. Et on peut entraîner l'ordinateur à reconnaître cet élément. Et ça fonctionne avec l'équipement existant. Mais la reconnaissance faciale, quelles que soient les techniques qu'elle implique, se heurte vite à la capacité d'adaptation des criminels. Une capuche, une casquette, un parapluie, et le système se retrouve alors incapable d'opérer correctement. Bob Bitchler est donc allé encore plus loin. Imaginons maintenant qu'on ait un visage peu visible. Dans ce type de situation, je peux créer un modèle informatique qui est basé sur le petit logo de la casquette noire et qui est impossible à distinguer à l'œil nu. Il me suffit de charger mes vidéos pour voir apparaître le logo. Il y a quelques faux positifs, car le logo en question ressemble à une roue de voiture. Si je choisis une casquette, admettons celle-ci, et que je clique sur Information, voilà la personne. C'est nous qui validons, qui disons « ça correspond, maintenant je sais où est allé cet homme, il apparaît sur cette caméra à ce moment précis ». On peut alors le pister et voir que « tiens, il a parlé à cette personne ». De cette façon, on peut rassembler un faisceau de preuves. Mais les caméras de surveillance ne sont qu'un simple maillon qui peut s'intégrer dans un écosystème beaucoup plus vaste, où les équipements communiquent entre eux et forment un puissant outil de sécurisation des villes. New York, Paris, Bagdad, Nairobi, Kaboul. Depuis le 11 septembre, les attaques terroristes ont fait plus de 188 000 victimes de par le monde. Les attentats les plus meurtriers se sont déroulés dans des grandes métropoles. En frappant ces cibles, les terroristes sont assurés de faire un maximum de victimes et de médiatiser leur action. Aujourd'hui, sur l'infrastructure des villes anciennes se développent de nouveaux centres urbains, les Smart Cities. La Smart City, c'est cette cité smart, c'est-à-dire intelligente, qui peut répondre à l'ensemble de nos besoins. Alors c'est présenté par les puristes comme la cité un petit peu idéale,
dans laquelle on aurait le plus grand plaisir à travailler, puisque tout serait interconnecté. Tout est interconnecté, tout communique avec tout. Bourrée de capteurs, la Smart City régule les feux de circulation aux heures de pointe, optimise le ramassage d'ordures, contrôle l'éclairage public. Ces villes améliorent la gestion du quotidien, réduisent les coûts d'entretien des municipalités, la pollution, facilitent la communication. Mais dans un contexte de menaces terroristes, ces villes intelligentes deviennent aussi des villes plus sûres, plus surveillées, où les données peuvent devenir un véritable rempart contre les attaques. La Smart City devient alors Safe City. On peut contrôler sur l'ensemble de la cité les forces de police et les forces de secours à mettre en place avec une gestion unique, ce qui permet d'éviter d'envoyer sur les lieux police et pompiers alors que les pompiers suffisent et que dans un autre coin, seule la police sera utile, etc., etc. C'est ça une Safe City. Israël, un pays où les risques d'attentats sont quasi permanents, où tout converge vers la sécurisation des centres urbains. Présence de militaires dans les rues, civils armés, simulation d'attaques, système de surveillance. Les ingénieurs et les scientifiques de la société Mère Group ont développé une plateforme qui met en réseau tous les capteurs que compte la ville. Cette plateforme permet de centraliser l'information auprès d'un opérateur dans un centre de contrôle. C'est la colonne vertébrale de la Safe City. Prenons le cas, par exemple, d'une attaque terroriste. On a un camion rempli de gaz toxique et le gaz se répand dans la ville. On doit alors savoir ce qu'on va faire des victimes sur place. Dans un tel cas de figure, les données recueillies par les capteurs, comme la vitesse et la direction du vent, vont permettre aux forces de sécurité d'évaluer en temps réel la propagation du gaz toxique et de prendre les bonnes décisions. Où concentrer les premiers secours, où évacuer les victimes. Si on a une vingtaine de blessés, dans quel hôpital peut-on les transférer ? Que se passe-t-il si je les envoie dans un hôpital déjà bondé ? Sans médecin ni lit disponible. Si ces informations sont accessibles en amont, on peut prendre la bonne décision en fonction de l'événement. Postés dans un centre de contrôle, ces opérateurs voient en temps réel l'hôpital le plus proche de la crise, le nombre de lits disponibles et si une équipe médicale est déjà sur place. Ils pourront ensuite prendre le contrôle des feux de circulation pour dégager la route au secours. Détournés de leur fonction initiale, les capteurs d'une ville en situation de crise pour sauver des vies humaines, voilà ce que cette plateforme permet. Mais c'est aussi un outil de prévention qui est capable de détecter une situation anormale avant qu'elle ne dégénère. Par exemple, dans mon quartier, il y a un stade de foot. Un lundi sur deux, il y a un match qui se joue à 21h. Ce qui veut dire qu'autour de 19h, beaucoup de personnes prennent la direction du stade, à pied, en voiture ou en train. Ça fait beaucoup de monde. N'importe quel autre jour de la semaine, ce serait anormal. Je peux intégrer le calendrier des matchs dans mon système. Il se dira alors, si ça se produit le lundi, c'est bon, pas besoin de déclencher une alerte, je sais qu'il y a un match. Mais si ça se passe à 3h du matin, à côté du stade, ça n'est pas normal. Je n'envoie pas tout de suite les forces de l'ordre. Mais je dis à mon opérateur, vérifie les images. Dans ces villes, chaque objet connecté devient ainsi le maillon d'une chaîne qui vient s'intégrer au cyberespace. Les Safe Cities améliorent la sécurité, mais elles nous rendent aussi plus vulnérables. Beaucoup de choses se connectent aujourd'hui à Internet. C'est l'Internet des objets. On connecte nos chaussures, nos tables, nos portes, nos montres, nos téléviseurs. Tout devient intelligent et connecté.
Et plus il y a d'objets connectés, plus le risque d'attaque augmente. La multiplication des objets que nous connectons à l'Internet laisse de plus en plus apparaître ces failles. Notre réseau serait-il un colosse aux pieds d'argile ? À la base, Internet, et donc son précurseur, ARPANET, développé dans les années 60 et 70 dans les universités américaines, n'a pas été conçu de façon sécurisée. Et ce n'était pas le but premier d'ailleurs. Quand ARPANET a été créé, la sécurité n'était pas un enjeu. Dans ce petit réseau, les gens se faisaient confiance, car tous les utilisateurs se connaissaient dans la vie réelle. Ils se faisaient confiance. En très peu de temps, ARPANET est devenu l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des milliards d'utilisateurs qui ne se connaissent pas et ne se font pas confiance. On ne sait pas vraiment ce qui est relié à Internet. Il y a des choses parfois vraiment étranges. Certaines applications sont même créées dans un but mal intentionné. La confiance est donc devenue un enjeu. Cette fragilité de l'Internet est exploitée depuis sa création par les hackers, les pirates informatiques. Les attaques informatiques, elles font intervenir systématiquement à la fois des moyens humains et des outils techniques. Et donc il y a une extrême variété d'attaques possibles si on considère les outils qui sont mis en œuvre. Je pense qu'un des moyens de classer les attaques informatiques, c'est de raisonner en fonction de leur objectif. Et en gros, on peut distinguer les trois objectifs qui sont l'espionnage, le sabotage et la déstabilisation, en termes d'attaque numérique proprement dite. De plus en plus, ces attaques lancées dans un monde virtuel se répercutent dans le monde réel. La grande différence qu'on a aujourd'hui avec le monde cybernétique, c'est une intrication complète avec le monde physique. On appelle ça les systèmes cyberphysiques. Autrement dit, un virus informatique ou une intrusion dans un réseau qui est dans un monde virtuel peut avoir des conséquences très réelles dans le monde physique. Plus l'humanité devient dépendante de la technologie, plus une cyberattaque risque de causer de gros dégâts. Ça peut provoquer un crash aérien, faire exploser une usine, envoyer une voiture dans le décor, pirater le pacemaker de quelqu'un, ou encore sa pompe à insuline. Si ces scénarios relèvent encore de la fiction, on assiste cependant à la montée en puissance des cyberattaques dans le monde. Aujourd'hui, on en compte une nouvelle toutes les 39 secondes. Beaucoup d'entre elles passent inaperçues, d'autres se retrouvent sous le feu des projecteurs. En 2010, Stuxnet, un virus développé par deux nations, les États-Unis et Israël, marque un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien. Pour la première fois dans l'histoire du cyberespace, un virus est catégorisé comme une arme. En 2017, WannaCry, un virus rançonnant ses victimes, crypte les données de plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays et bloque les systèmes informatiques d'hôpitaux anglais, semant le chaos et mettant en danger la vie des patients. Pour le moment, ces attaques restent le fait d'États ou de groupes mafieux. Mais l'appropriation par un groupe terroriste de ces armes est redoutée de tous les services. Le terme cyberterrorisme va rassembler quelque part les deux plus grandes peurs de l'humanité. Vous allez avoir le terrorisme en soi, qui avec toute sa symbolique, et la technologie. Et donc, quelque part, vous avez la jonction des deux plus grandes peurs de l'humanité. Sécuriser le monde réel, le protéger des attaques du monde virtuel, améliorer l'efficacité et adapter les antivirus est devenu un enjeu crucial pour les spécialistes de la sécurité des réseaux. La sécurité informatique, c'est un travail de paranoïaque. Maintenant, on peut me poser la question, est-ce que cette paranoïa est justifiée? Oui, elle est justifiée. C'est plus facile d'être un hacker que d'être la personne chargée de sécuriser un réseau. Un hacker n'a besoin de réussir qu'une fois. Le responsable de la sécurité, lui, n'a pas le droit à l'erreur. Un hacker doit juste trouver une faille. Le responsable doit tout protéger. Les hackers n'ont pas de règles, ils font ce qu'ils veulent. Dans l'est de la France, au Lauria, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, des chercheurs donnent naissance à de nouvelles générations d'antivirus. En surface,
Étudiants et chercheurs se spécialisent dans la robotique, l'intelligence artificielle et les algorithmes. Au sous-sol, le laboratoire de haute sécurité. Ici, on collectionne les virus informatiques parmi les plus dangereux du cyberespace pour les étudier et tenter d'en trouver les antidotes. Je veux dire une petite anecdote, vous allez vite comprendre le problème. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au virus et au code malveillant, je faisais ça dans mon bureau. Et ce jour-là, la directrice a débarqué dans mon bureau et a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe s'il s'échappe sur le réseau ?» Donc rapidement, on a compris que ce type d'études, de travaux scientifiques, il fallait les faire dans un lieu relativement sécurisé. La raison, c'est parce qu'on stocke des codes malveillants. On en stocke à peu près, je crois, aujourd'hui 10 millions. Dans ces locaux, des ordinateurs connectés 24 heures sur 24 sont de véritables pots de miel. Sans aucune protection, ils jouent le rôle d'appât pour attirer les virus qui scannent l'Internet à la recherche de proies. Ça marche un petit peu comme une fausse défense, c'est-à-dire qu'on va montrer un ordinateur qui, lui, est vulnérable. Le code malveillant va scanner cet ordinateur, va se rendre compte qu'il est vulnérable et va vouloir l'attaquer. Donc il va rentrer dedans, et à ce moment-là, nous, on va fermer la porte et on va récupérer ce code malveillant pour des analyses par la suite. Mais identifier un virus et le piéger n'est pas suffisant. Encore faut-il avoir les bons outils pour pouvoir le stopper. Une course contre la montre pour la communauté mondiale des chercheurs en sécurité informatique auprès de laquelle le Lauria est engagé. Vous avez les antivirus par signature, qui sont basés sur un ensemble de signatures. Ce serait un petit peu comme si vous aviez, dans votre comportement dans la rue, un policier à chaque instant du temps qui regardait tout ce que vous faisiez et qui vérifiait est-ce que tout ce que vous faites est compatible avec la loi telle qu'elle est définie. Ce sont ces infractions, traduites en lignes de code, que les antivirus classiques cherchent à repérer. Une ligne de défense vulnérable que le Lauria s'applique à renforcer. Aujourd'hui, il y a un premier constat, c'est que les antivirus ont beaucoup de mal à garantir nos défenses. Il suffit de modifier un virus et en général, l'antivirus n'arrive pas à le détecter. Je vais faire une métaphore, c'est plus facile que l'expliquer. Imaginez une recette de cuisine, vous êtes le cuisinier, vous l'interprétez, vous faites une action. Et donc c'est ce que fait l'ordinateur. Pour détecter un virus, la méthode actuelle, la méthode qu'on utilise tous, c'est simplement de dire si je vois un certain nombre, par exemple, de mots ou un certain nombre d'actions dans ma recette, je vais dire que ça, c'est malveillant, je vais l'arrêter. Alors, ça a un défaut important, c'est que si vous modifiez légèrement la recette, au lieu de mettre du beurre, vous mettez de l'huile d'olive, mais finalement, voilà, c'est à peu près la même chose. L'antivirus, pour lui, c'est deux virus différents. Celui au beurre, celui à l'huile d'olive. Pour détecter le comportement malveillant d'un virus, malgré ses innombrables variantes, et le neutraliser, les chercheurs du Lauria ont développé une méthode, l'analyse morphologique. Une fois le virus isolé grâce au pot de miel, les chercheurs identifient son objectif. Par exemple, rançonner les utilisateurs. Puis, ils détaillent son mode opératoire. Comment va-t-il parvenir à ses fins et par quels moyens? Qu'est-ce qu'il va faire votre programme? Alors, vous pensez télécharger un jeu. Très bien. Donc le jeu, il y a un petit oiseau qui vole, je sais pas, n'importe quoi. Puis en même temps, il va regarder dans votre carnet d'adresses, puis il va regarder de l'autre côté votre mot de passe, puis il va ouvrir une connexion Internet. Donc nous, notre objectif, c'est de voir, OK, vous téléchargez un jeu, mais vous voyez, il est en train de regarder vos mails. Vous voyez, il est en train de regarder vos mots de passe. Il est en train de faire une connexion Internet. De toutes ces fonctionnalités, les ingénieurs du Lauria extraient alors une signature propre à chaque virus. Une véritable empreinte digitale, reconnaissable quelles que soient les modifications apportées. Le programme va faire ça et ça, ou potentiellement il peut faire ça et ça, et donc on interdit ce comportement parce qu'on le considère comme malveillant. Par exemple, si on reprend un exemple très simple du rançon logiciel dont on a parlé WannaCry, il chiffre des informations, il demande une rançon. Si les deux fonctions sont chiffrées et demandent une rançon, et qu'il y a un lien entre les deux, on interdit ce genre de fonctionnement, ce qui paraît normal. Les avantages aujourd'hui par rapport au système classique, c'est que on sait détecter des variantes, comme on l'a déjà dit, d'un même virus qui aurait muté.
potentiellement, c'est détecter des attaques qui sont inconnues, puisque simplement on va voir que c'est malveillant. Grâce aux avancées des chercheurs et à la complexité des attaques informatiques, un scénario type 11 septembre numérique reste encore peu probable. Le cyberterrorisme, c'est un terrorisme en fait très très sophistiqué. Pour monter une opération cyberterroriste qui aurait des effets réels sur le monde physique, il faudrait des mois, voire des années. Vous avez une action beaucoup plus rapide en prenant un camion et en écrasant des gens lors du 14 juillet qu'en essayant de monter une opération cyberterroriste. Donc je pense que si on considère les organisations terroristes comme des organisations rationnelles qui visent un objectif et qui cherchent à voir par quels moyens elles peuvent y arriver, très clairement, le terrorisme classique est malheureusement beaucoup plus efficace que le cyberterrorisme. Chacun de nos clics, chaque nouvel objet que nous connectons, chacun de nos mails échangés est une pierre de plus ajoutée à l'édifice de cet univers numérique. On produit de plus en plus de données parce qu'on est de plus en plus connectés. Et ces données-là, si on essayait de poser un chiffre, on serait sur des milliards d'informations. Enfin, à un niveau où juste poser un chiffre n'a pas de sens. Dans la lutte contre le terrorisme, cette croissance exponentielle de données est une arme à double tranchant. Elle offre une quantité gigantesque de matière aux services chargés de la lutte contre le terrorisme pour ouvrir et faire progresser des enquêtes. Mais en parallèle, elle submerge les capacités humaines en noyant dans la masse la bonne information, celle qui sera décisive pour débusquer un groupe ou empêcher un attentat. L'intelligence artificielle est devenue indispensable au service de renseignement pour trier et identifier. Si on devait aujourd'hui traiter toutes les images disponibles pour le renseignement militaire, il faudrait que la direction du renseignement militaire française embauche plus de 10 000 analystes. Surveillance numérique, système de traduction en simultané, la société Bertin développe toute une gamme de logiciels à l'intention des acteurs de la lutte antiterroriste. Parmi elles, une plateforme d'analyse, de classification et de surveillance du cyberespace, Mediacentric. Utilisé dans le respect d'un cadre légal strict, le logiciel permet de mettre en lumière, dans le monde virtuel, les liens qui unissent les groupes terroristes et leurs supports dans le monde réel. Mediacentric est une plateforme d'investigation numérique donc qui va plus avoir pour vocation à travailler sur des cibles précises, d'accord, et de faire de l'investigation sur ces cibles pour comprendre en fait les relations qu'elles entretiennent entre elles et quelles sont les relations qu'elles entretiennent avec des thématiques. Donc on va être plus dans un mode d'investigation avec un analyste qui va travailler avec notre système. Parmi les hommes de l'ombre du renseignement, les analystes. Leur rôle, trouver le bon renseignement, celui qui permettra l'identification d'un nouveau groupe ou élargira le champ d'une investigation déjà en cours. Dans cette simulation, un analyste dont l'anonymat doit être préservé pour raison de sécurité enquête sur un groupe suspecté de blanchir de l'argent. L'analyste a remarqué une nouvelle vidéo postée et partagée par un membre du groupe, un contenu prônant clairement l'action terroriste. À l'aide de Mediacentric, l'analyste va ensuite étudier les informations cachées contenues dans la vidéo, les métadonnées. Alors, une métadonnée, par exemple, ça peut être tout bête, ça peut être la langue. Est-ce que le contenu est en français, en anglais, en chinois, en arabe, en russe? On a d'autres métadonnées qui sont données directement par les sources, des fois qui sont la date de publication, des choses comme ça. Dans certains tweets, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? On va pouvoir trouver des données de géolocalisation. Les métadonnées ont permis de remonter jusqu'à la personne responsable de la mise en ligne de cette vidéo. Elle devient alors une personne d'intérêt. Placée sous surveillance, chacune de ses actions sera désormais signalée et suivie par Mediacentric. En lutte antiterrorisme, ce qui est important, c'est de comprendre le rôle des individus au sein d'un réseau. Pour comprendre ce rôle, il faut comprendre les services que se rendent les individus les uns avec les autres.
Est-ce qu'on va fournir de l'argent? Est-ce qu'on va fournir un support moral, un support logistique, un passeport? Pour être capable de comprendre cela, il faut traiter à la fois des télécommunications de type voix, des communications écrites. Pendant longtemps, on a travaillé avec papier-crayon et un petit peu comme dans les films où on se retrouve avec un gros tableau et on essaye de tracer les liens. La recherche d'informations, aujourd'hui, le croisement des informations passe nécessairement par l'informatique à cause des volumes de données. Pour donner sens aux informations recueillies et comprendre comment ces groupes sont organisés, les analystes s'appuient sur la cartographie des données. La cartographie d'informations va nous apporter une dimension qui est essentielle, c'est, je dirais, quasiment visuellement, d'avoir une mise en lumière de liens. On sait en gros qui parle avec qui, et c'est automatique. L'analyste a maintenant une vision claire des deux groupes. Le premier suspecté de blanchir de l'argent, et le second reconstitué grâce à l'analyse de la vidéo et dont les conversations portent sur le terrorisme. Mediacentric va maintenant chercher des connexions entre ces deux groupes. On voit des liens apparaître de plus en plus forts, alors que ce n'était pas visible au début, entre cette communauté qui clairement fait des malversations autour du blanchiment d'argent, et par ailleurs la communauté liée, on va dire, à la mouvance terroriste. Donc en fait, on arrive à mettre en lumière un lien fort entre deux communautés qui, a priori, au début de l'investigation, n'avaient pas l'air si liées que c'est, voire pas liées. Grâce à ces techniques d'investigation, au travail de ces analystes, des groupes sont démantelés et des attentats évités. Finalement, ce que Daesh a montré, c'est que ce n'est pas forcément sur les compétences les plus techniques qu'ils ont réussi à faire jouer la peur, puisqu'en fait, ils ont fait jouer la peur en inondant les réseaux sociaux de leur propagande. Et ça ne demande pas de capacité, de dimension technique très importante par rapport à ce que pourrait relever une attaque informatique. Depuis sa création, Internet est un espace d'échange et de discussion où chacun peut s'informer, débattre et confronter ses idées. Mais depuis la montée en puissance des grands réseaux sociaux et le manque de modération de leur contenu, le cyberespace est devenu la caisse de résonance des groupes extrémistes de tous bords. Hani Farid est professeur d'informatique à la prestigieuse université de Berkeley. Il collabore avec des services de sécurité et des ONG. C'est un spécialiste mondial de l'analyse d'images. Il développe des outils pour éliminer de la toile la propagande terroriste. Il y a 20 ans, un recruteur de Daesh aurait dû faire du porte-à-porte, rencontrer des gens ou peut-être même envoyer des lettres. Maintenant, vous avez une chaîne YouTube, un compte Twitter ou une page Facebook, et en une seconde, vous pouvez toucher des millions de personnes. Tout un chacun peut désormais trouver à profusion sur la toile des vidéos de propagande et s'exposer à un processus de radicalisation. Processus qui pourra mener certains au passage à l'acte. Au cours des 6 ou 7 dernières années, presque toutes les attaques qui ont eu lieu dans le monde sont la conséquence de la radicalisation en ligne. Il ne fait aucun doute qu'une telle radicalisation entraîne souvent un passage à l'acte. Dès lors, organiser la riposte, reconquérir la toile est devenu un enjeu vital dans la lutte contre le terrorisme. Mais comment modérer un espace où, rien que sur YouTube, environ 400 heures de vidéos sont téléchargées chaque minute? Comment trouver, trier, éliminer les contenus dangereux quand une armée de modérateurs n'y suffirait pas? On a d'abord utilisé des modérateurs humains, qui n'avaient que 2 secondes pour dire si la vidéo était illégale et la supprimer le cas échéant.
Eh bien, devinez ce qui se passait. Elle réapparaissait la minute suivante. C'est un peu comme le jeu de la taupe. Vous tapez ici et elle réapparaît là. Et si vous tapez là, elle réapparaît ici. Ce n'est pas un système efficace. Pour arriver à une identification définitive de ces contenus, pour les empêcher une fois repérés et éliminés de la toile d'y refaire surface, Hani Farid a conçu et développé un logiciel appelé eGlyph. Le principe est le suivant. Quand une personne a identifié un contenu illicite ou non autorisé sur une plateforme, on analyse en détail la photo, la vidéo ou l'enregistrement audio pour en extraire une signature numérique. Cette signature a deux propriétés. D'abord, elle est unique. Si vous avez deux images différentes, chacune aura sa signature. Ensuite, elle reste valable sur toute la durée de vie du contenu. Même si ce contenu est modifié et remis sur la toile, sa signature restera la même. C'est comme l'ADN humain. Il est propre à chaque personne et ne changera pas en fonction de l'âge ou des vêtements. L'un des avantages du système eGlyph, c'est que quand la vidéo est identifiée, elle est supprimée, pour toujours. Ce serait un peu trop technique d'expliquer le fonctionnement de cette signature. Et c'est un sujet qu'on évite le plus possible. Bien sûr, ces détails sont connus des personnes qui utilisent ce logiciel. Mais si l'adversaire découvre comment ça marche, il s'adaptera. C'est comme les filtres pour les spams ou les antivirus. C'est bien de savoir comment ça fonctionne globalement, mais si on commençait à en dévoiler les détails, ça reviendrait à armer son adversaire. Et croyez-moi, il s'agit bien d'un adversaire. Grâce à ce système, une gigantesque base de données est créée, alimentée et mise à jour par des modérateurs humains. Il y a deux façons d'utiliser cette technologie. On peut filtrer tout ce qui arrive sur Facebook, scanner et comparer les milliards de vidéos chargées chaque jour avec la base de données de contenu illicite pour les supprimer au chargement. Cet outil très puissant permettrait de contrôler 100% du contenu mis en ligne sur Facebook, YouTube, Twitter ou Microsoft. Mais le logiciel peut également se comporter de manière beaucoup plus offensive et aller traquer et signaler aux forces de l'ordre les contenus qui violent le cadre de la loi. On peut scruter Internet et le dark web, car on sait que si on bloque nos ennemis sur Facebook, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils iront ailleurs. On doit donc savoir où. Certaines plateformes accueillent en effet volontiers ce genre d'organisation. Il faut donc trouver ces plateformes et les fermer. eGlyph est aujourd'hui utilisé massivement par les associations chargées de lutter contre la propagande en ligne. Son efficacité a fait ses preuves auprès des services de police. Pourtant, les plus grandes plateformes ne l'utilisent pas. Les principaux responsables de la profusion de contenus extrémistes sur la toile continuent ainsi à leur offrir un écosystème favorable. Les grandes plateformes qui organisent les réseaux sociaux ont une responsabilité particulière dans ce domaine-là. Ce sont elles qui ont conçu les algorithmes et elles l'ont conçu dans une optique essentiellement de ciblage fin, c'est-à-dire que le business model de ces grandes plateformes, c'est à peu près toujours le même, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir définir des profils de plus en plus fins d'utilisateurs pour pouvoir les vendre à des annonceurs potentiels. Ça amène forcément les utilisateurs à des comportements de plus en plus enfermés sur eux-mêmes. Les géants d'Internet ne sont pas la source de l'extrémisme, mais ils l'ont amplifié. Par exemple, si vous regardez une simple vidéo sur l'islam et que la vidéo suivante parle aussi d'islam, au bout de 5 recommandations, vous regarderez une vidéo sur l'islam radical. Ces recommandations sont faites pour vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Ce n'est pas fait pour vous informer ou bien vous donner un point de vue opposé, c'est fait pour vous donner un contenu qui, selon eux, va vous faire rester. Google, Facebook, YouTube, leur place dans l'échiquier mondial est devenue prépondérante ces dernières années. Pourtant, pendant longtemps, ces plateformes ont préféré détourner le regard plutôt que de saisir à bras-le-corps le problème croissant des contenus illicites en ligne. Il y a eu un débat important qui est en voie de se résoudre sur le statut de ces opérateurs. Est-ce qu'ils sont simplement des diffuseurs ou est-ce qu'ils ont une responsabilité par rapport au contenu? Et compte tenu de la nature des messages qui ont pu être diffusés et du fait que les opérateurs n'ont certainement pas intérêt à apparaître comme les complices
ou les facilitateurs d'opérations terroristes, on peut penser que le renforcement du contrôle va se faire. Les attentats de ces dernières années ont conduit les pouvoirs publics à durcir l'arsenal législatif et augmenter les moyens de surveillance. Cette montée en puissance doit nous interroger. Sommes-nous prêts à accepter le développement de systèmes de surveillance des réseaux qui pourraient se généraliser à tous les individus? À quelle part de notre anonymat et de notre vie privée dans le cyberespace et dans le monde réel sommes-nous prêts à renoncer pour assurer notre sécurité? La question de la sécurité et de la vie privée est un débat complexe. On a l'habitude d'opposer les deux, comme s'il fallait forcément renoncer à l'un pour avoir l'autre. En soi, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut poser les termes du débat. On peut aussi garantir une vie privée en assurant un minimum de sécurité. Mais effectivement, peut-être il y a des moments où il faut arbitrer, de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à laisser passer ou pas laisser passer. Pour ça, il faut un vrai débat, il faut des vraies questions, il faut un débat à froid. La difficulté qu'on a dans les périodes difficiles qu'on a traversées ces dernières années, c'est qu'on est souvent dans un débat à chaud. Quand on vient de subir un attentat terroriste, la France et l'ensemble des pays concernés tremblent, et à juste titre, sont obligés de prendre des moyens, et à juste titre, pour pouvoir combattre les terroristes. Est-ce que pour autant il faut limiter nos droits? Certainement oui, un temps donné. Est-ce qu'il faut reconquérir nos droits? Oui, ce temps passé. Mais comment se situe la limite? Le courage, l'inventivité et la persévérance des scientifiques demeurent nos meilleurs atouts pour que le cyberespace reste ce pourquoi il a été inventé. Un espace d'échange où nous pouvons naviguer en toute sécurité, sans être confrontés à des images choquantes ou au risque d'être piratés. Mais leurs efforts seuls ne sauraient suffire. La sécurité du monde numérique est l'affaire des États, des entreprises, mais aussi des utilisateurs. Ensemble, ils forment une chaîne, un rempart, dont chaque maillon joue un rôle dans la protection du réseau. Aujourd'hui, les cadres légaux dans lesquels on agit aujourd'hui en termes de sécurité informatique mettent la part principale de la responsabilité sur l'attaquant. Mais, de plus en plus, on commence à avoir une vision dans la communauté informatique, mais plus loin, qu'il y a aussi une part de responsabilité dans la défense, dans la personne qui a fourni un service qui n'est pas sécurisé. Mon message est le suivant. Posez-vous des questions, car la sécurité informatique est l'affaire de tous. Quand vous voulez conduire une voiture, le gouvernement vous dit que c'est dangereux. Si vous voulez conduire une voiture, vous devez apprendre à conduire, passer votre permis. Mais quand on vous donne un ordinateur, et je vous rappelle que des gens meurent à cause des cyberattaques, on ne vous donne aucune instruction. On devrait tous se sentir concernés par la cybersécurité.